À 10h07 ce matin-là, mon divorce est devenu définitif. 10 minutes plus tard, j'étais sur la banquette arrière d'une voiture en direction de JFK. Mon ex-mari, Daniel Mercé, se dirigeait dans l'autre sens, vers un hôtel de Midtown Manhattan. Il se rendait à un autre mariage, le sien. La femme qui l'attendait était Vanessa Cole, une directrice marketing de 29 ans de son entreprise. Elle était enceinte d'un peu plus de 3 mois. Et pendant la majeure partie de l'année précédente. Daniel me l'avait décrite avec les 3 mêmes mots, juste une collègue. Ce soir-là, il prévoyait de se tenir devant près de 80 amis, parents et collègues. Et de promettre de construire une nouvelle vie avec elle. Comme la loi de New York exigeait que son premier mariage soit complètement terminé avant qu'il ne puisse demander une nouvelle licence de mariage. Les formalités administratives viendraient plus tard. Vanessa avait refusé de changer le lieu, les fleurs, le photographe ou la réception. Daniel avait accepté. Ils auraient d'abord la cérémonie, puis la rendraient légale dès que possible. Il pensait que c'était la seule complication qui restait. Il avait tort. Avant qu'il ne puisse finir d'échanger ses vœux. Son témoin le prendrait à part et lui poserait une question. Cette question arrêterait le mariage. Et le temps que Daniel comprenne pourquoi, je serais déjà quelque part au-dessus de l'Atlantique. Retournant à une vie dont il avait à peine pris la peine de connaître l'existence. L'email du greffier du comté était arrivé alors que nous étions assis l'un en face de l'autre dans une salle de conférence au cabinet de mon avocate. Mon avocate a jeté un coup d'œil à son écran, puis à nous deux. Le jugement a été rendu, a-t-elle dit. À 10h07 du matin, vous êtes divorcés. C'était tout. Des années de mariage se sont terminées par un horodatage. Pas de tonnerre, pas de discours dramatique, pas d'excuses de dernière minute. Daniel s'est levé le premier. Son téléphone a sonné presque immédiatement. Vanessa. Il s'est dirigé vers la porte et a répondu d'une voix si douce que j'ai presque ri. Je n'avais pas entendu ce ton s'adresser à moi depuis des années. C'est fait, a-t-il dit. Oui, officiellement. Il a écouté, a souri, puis a baissé la voix. Je serai à l'hôtel dans 30 minutes. Dis à la maquilleuse de commencer sans moi. J'ai glissé ma copie certifiée conforme du jugement dans mon sac. Pendant des mois. J'avais imaginé ce que je pourrais ressentir en l'entendant lui parler le matin où notre mariage s'est terminé. De la colère, de l'humiliation, du chagrin. Quelque chose d'assez violent pour justifier la quantité d'énergie que j'avais dépensée pour survivre à la dernière année. Au lieu de cela, je me sentais fatigué, sous l'épuisement, soulagé. Daniel a terminé l'appel et a finalement remarqué la petite valise à côté de ma chaise. Tu pars vraiment aujourd'hui? Oui. Où vas-tu? Madrid. Il a cligné des yeux. Vacances? Non. Alors qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je l'ai regardé. J'y retourne. Il a froncé les sourcils, essayant clairement de décider ce que cela signifiait. Puis, tout aussi rapidement, il a perdu tout intérêt. C'était tout Daniel. Si une information ne l'affectait pas immédiatement, elle retenait rarement son attention longtemps. Il a pris sa veste de costume, puis a fait une pause. Encore une chose, ne rends pas la situation avec ma mère moche. Je n'ai rien dit. Elle vit dans la maison de Brooklyn depuis 3 ans. Au moins. Laisse-la y rester un moment. Et les clés? Elle n'a pas besoin de te donner les clés. Ses épaules se sont détendues. Je savais que tu ne serais pas aussi froide. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Son expression a changé. L'avis formel d'expulsion a déjà été signifié. Elle a jusqu'à la fin du mois prochain. Après cela, elle rend les clés directement au gestionnaire immobilier. Le sourire a disparu de son visage. Tu es sérieuse? La maison est ma propriété prénuptiale. Ton nom n'a jamais été sur le titre de propriété. Je le sais, mais ma mère est installée là-bas. Quelque chose dans cette phrase résumait notre mariage mieux que n'importe quel thérapeute ne l'avait jamais fait. Daniel avait l'habitude d'utiliser quelque chose assez longtemps pour finir par penser que cela lui appartenait. Ma maison, mes économies, ma patience, mon temps.
Toi et moi sommes divorcés maintenant, ai-je dit. L'endroit où ta mère vivra après le mois prochain n'est plus ma responsabilité. Les portes de l'ascenseur se sont refermées entre nous. La dernière chose que j'ai vue était Daniel debout dans le couloir avec une expression de véritable offense sur son visage. Pas parce qu'il m'avait perdu, mais parce que pour la première fois, quelque chose qu'il avait tranquillement considéré comme sien lui était réellement repris. 40 minutes plus tard, ma voiture s'est engagée sur la Van Wyck Expressway en direction de JFK. Le chauffeur a jeté un coup d'œil à ma valise dans le rétroviseur. Affaires ou vacances? Travail. Le mot semblait étrange dans ma bouche. Travail. Madrid. Je n'avais pas mis ces deux mots ensemble depuis 7 ans. Avant que je puisse poursuivre cette pensée, mon téléphone a sonné. Mon avocate spécialisée en divorce. Les derniers documents de mise en œuvre sont confirmés, a-t-elle dit. La maison. Vos comptes d'investissement séparés et les dispositions de remboursement sont exactement comme convenu. Rien n'a changé avec le jugement. Vous pouvez monter dans l'avion sans vous soucier de quoi que ce soit ici. J'ai regardé les panneaux de l'aéroport devenir de plus en plus grands à travers le pare-brise. Est-ce que Daniel comprend tout cela? Il l'a signé. Ce n'était pas ma question. Elle a eu un petit rire. Il comprend les mots. Je ne suis pas sûr qu'il croyait que vous les feriez appliquer. J'ai regardé par la fenêtre. Alors il peut comprendre cette partie aujourd'hui. Moins d'une minute après que nous ayons raccroché, un texto de Daniel est apparu. Ma mère vient d'appeler. Tu n'étais pas obligé de choisir aujourd'hui pour faire ça. Je l'ai fixé pendant 3 secondes et je l'ai supprimé. Je n'ai pas répondu. Presque au même moment, de l'autre côté de Manhattan. Ryan Brooks se tenait à l'extérieur de la salle de bal où la cérémonie de Daniel et Vanessa devait avoir lieu. Ryan connaissait Daniel depuis l'université. Il était l'une des rares personnes que Daniel décrivait encore comme un véritable ami. Pas un contact professionnel, pas une connexion utile, pas quelqu'un qu'il essayait d'impressionner. Ryan était aussi le témoin. Les gens ont plus tard supposé que Ryan m'avait secrètement aidé. Il ne l'avait pas fait. Pendant toute l'année où mon mariage s'est effondré, Ryan et moi avons eu une conversation importante. Je l'avais appelé en vérifiant l'un des prétendus voyages d'affaires de Daniel. Daniel m'a dit qu'il était avec toi à Philadelphie jeudi soir, avais-je dit. Est-ce qu'il l'était? Il y a eu un long silence. Puis Ryan a répondu, non. Un autre silence. Il m'a demandé de le couvrir une fois auparavant, a dit Ryan. Je l'ai fait. Je n'aurais pas dû. Je ne le referai pas. C'était tout. Il n'a pas offert d'espionner Daniel. Je ne le lui ai pas demandé. Il ne s'est pas retiré du mariage ni n'est soudainement devenu mon allié. Daniel était toujours son plus vieil ami. Mais Ryan avait décidé qu'il y avait une différence entre se tenir aux côtés d'un ami et l'aider à transformer un mensonge en fait. Vers midi le jour du mariage, Ryan a vu Vanessa se disputer avec un homme dans le parking de l'hôtel. L'homme était Mark Leven, un autre employé de l'entreprise de Daniel. Ryan n'a pas entendu toute la dispute. Il en a entendu assez. Vanessa parlait entre ses dents serrées. Tu avais promis de ne pas te montrer avant le mariage. Mark a dit quelque chose que Ryan n'a pas pu distinguer, puis il est parti. Vanessa est restée à côté de l'ascenseur pendant plusieurs secondes avant de remonter. Elle avait l'air pâle. À 12h48, juste au moment où j'entrais dans le terminal de JFK, mon téléphone a vibré. Ryan? Je pense que je viens de découvrir quelque chose que Daniel devrait probablement savoir avant ce soir. Je me suis arrêté à côté du tableau des départs. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il avait trouvé. Le nom de Mark signifiait déjà quelque chose pour moi. J'ai tapé une seule réponse. Si tu penses que Daniel a besoin de savoir, dis-le lui. Ne fais rien pour moi. Fais appel à ton propre jugement. Puis j'ai rangé mon téléphone et enregistré ma valise. Je n'avais aucune intention de diriger un mariage depuis un terminal d'aéroport. Daniel avait choisi Vanessa. Ce que Vanessa lui avait dit ou non était maintenant son problème à affronter. Après la sécurité,
J'ai erré dans une boutique hors taxe et me suis arrêté devant une étagère de vin espagnol. Une bouteille de Rioja a attiré mon attention. L'employé l'a soulevée de l'étalage. Cadeau? A-t-elle demandé. Je peux vous la mettre dans un sac. Non. J'ai pris la bouteille. C'est pour moi. Un peu après 14 heures, assise près de ma porte d'embarquement. J'ai ouvert un email que j'avais déjà lu au moins 50 fois. Nathalie, l'équipe de projet est prête. Lundi matin, 9 heures. Bon retour parmi nous. L'email était dans ma boîte de réception depuis 3 semaines. Daniel ne savait pas que j'avais un travail à Madrid. Il ne savait pas que j'avais déjà signé un bail pour un petit appartement. Il ne savait pas que mon autorisation de travail avait été approuvée. Il ne savait pas que la décision la plus importante de notre divorce avait été prise avant même qu'il en demande un. Les gens décriraient plus tard le jour de mon départ comme soudain. Il ne l'était pas. Ce jour-là était seulement celui où tout le monde a finalement vu le résultat. Le vrai départ avait commencé plus d'1 an plus tôt. Mon vol a commencé à embarquer à 18h40 ce soir-là. J'avais un siège près du hublot. L'homme à côté de moi avait l'air d'avoir environ 40 ans. Fatigué d'une manière qui n'avait rien à voir avec les aéroports. Il tenait une photographie qui avait été pliée et dépliée tant de fois que les bords étaient devenus blancs. Après que nous ayons quitté la porte, il m'a jeté un coup d'œil. Première fois en Espagne. Non, vacances. Je retourne travailler. Il a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Cela semble mieux que ma raison. Je vais retrouver ma femme. Son nom était Tomaride. Sa femme, Lucia, était espagnole. 3 mois plus tôt. Elle était retournée à Madrid et lui avait dit qu'elle voulait mettre fin à leur mariage. Thomas avait refusé de croire que la distance et le silence pouvaient être une réponse. Il avait réservé le vol parce qu'il voulait une dernière chance de lui parler en personne. Je n'arrête pas de penser que si je peux juste lui parler en face à face. Elle se souviendra de ce que nous avions, a-t-il dit. Je ne lui ai pas dit si je pensais qu'il avait raison. Au lieu de cela, il m'a posé des questions sur moi. Vous déménagez seul dans un autre pays. Votre famille est d'accord avec ça? J'ai divorcé aujourd'hui. Il s'est tourné vers moi. Aujourd'hui? Ce matin? Et votre ex? Il se marie ce soir. Thomas m'a dévisagé. J'ai ri parce que son expression était presque comique. Ce n'est pas grave, ai-je dit. J'ai déjà fait la partie où ça fait mal. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. L'avion s'est élevé à travers les nuages et New York a disparu sous nous. Ce n'est qu'alors que je me suis permis de me souvenir où la véritable histoire avait commencé. Pas avec Vanessa, pas avec le divorce. Mais avec un appel téléphonique de ma banque 2 automnes plus tôt. La femme de la banque m'a demandé si j'avais autorisé une demande de ligne de crédit sur valeur domiciliaire contre ma maison de ville de Brooklyn. Je me tenais devant une salle de conférence au travail avec un ordinateur portable sous un bras. Je suis désolé, ai-je dit. Autoriser quoi? Elle a répété la question. Je n'avais jamais demandé de ligne de crédit. Ce soir-là, j'ai attendu la fin du dîner avant de demander à Daniel. Il a levé les yeux de son téléphone. C'était juste une demande de renseignement. Pourquoi y avait-il une demande de renseignement contre ma maison? Je regardais les options pourquoi. Un petit projet d'investissement. Il ne s'est rien passé. Je n'ai rien emprunté. Je me souviens l'avoir fixé à travers l'îlot de la cuisine. Tu regardais pour emprunter contre une maison qui ne t'appartient pas. Il a soupiré comme si j'avais délibérément rendu une affaire simple épuisante. Nous sommes mariés. Nathalie. Devons-nous vraiment soumettre une demande formelle chaque fois que l'un de nous explore une option financière? C'était l'une des méthodes préférées de Daniel pour mettre fin à une conversation. Il défendait rarement ce qu'il avait réellement fait. Il changeait de sujet pour parler de ma réaction. Si je m'opposais à ce qu'une limite soit franchie, le problème devenait mon ton, ma méfiance. Mon manque de soutien, ma tendance à tout rendre transactionnel. Avant cette nuit-là, je mordais généralement à l'hameçon. J'expliquais pourquoi j'étais contrarié.
Il expliquait pourquoi mon explication était injuste. À minuit, je m'excusais pour la façon dont j'avais soulevé le problème. Cette nuit-là, pour la première fois, je me suis arrêté. Je vois, ai-je dit. Daniel avait l'air presque déçu. Je suis monté. J'ai fermé la porte du bureau et j'ai ouvert tous les documents financiers que j'ai pu trouver. Pendant les 3 heures suivantes, j'ai vérifié les autorisations de compte, les anciens emails, les dossiers fiscaux, les registres hypothécaires, les polices d'assurance, les relevés de placement et des documents que je n'avais pas regardés depuis avant notre mariage. J'ai découvert quelque chose qui m'a effrayé plus qu'une demande non autorisée. Daniel connaissait mes finances avec une extraordinaire précision. Il connaissait la valeur actuelle de la maison de Brooklyn que mes parents m'avaient aidé à acheter avant leur mort. Il savait à peu près combien il y avait sur le compte d'investissement dont j'ai hérité. Il connaissait ma structure de bonus annuel. Il connaissait l'existence d'un compte d'épargne espagnol que j'avais à peine touché depuis des années. Je ne me souvenais pas avoir jamais discuté de certains de ces chiffres avec lui. Rien de tout cela ne prouvait qu'il prévoyait de me voler. Le mariage crée un accès. Les couples discutent d'argent. Les conjoints apprennent des choses l'un sur l'autre. Je le savais. Mais pour la première fois, une autre possibilité m'est venue à l'esprit. Et si je ne connaissais pas toute l'histoire de mon propre mariage? Cette question m'a conduite à Emily Carter. Emily était sortie avec Daniel pendant presque 2 ans après l'université. Je n'avais entendu son nom qu'une seule fois au début de notre relation. Lorsque Daniel a décrit la rupture comme la preuve qu'il avait appris à ne jamais rester avec quelqu'un qui ne croyait pas en lui. Je l'ai trouvé via une ancienne page d'ancien élève et j'ai passé 2 jours à rédiger un message. Finalement, je n'ai envoyé que 3 phrases. Je m'appelle Nathalie. Je suis mariée à Daniel Mercé. J'ai quelques questions sur l'argent et les limites financières dans votre relation avec lui. Si vous préférez ne pas répondre. Je comprends tout à fait. Elle a répondu 3 jours plus tard. Café samedi 11h. Émilie n'était pas amère lorsque nous nous sommes rencontrés. Cela a presque rendu ce qu'elle m'a dit pire. Elle parlait de Daniel comme quelqu'un décrirait une vieille blessure de travail. Elle avait guéri. Elle n'était pas intéressée à la rouvrir, mais elle se souvenait exactement comment c'était arrivé. Après que Daniel ait emménagé dans son appartement. Il a commencé à parler de ce que de vrais partenaires devraient partager. Au début, c'était les courses ordinaires, les services publics, les voyages. Puis sa part des dépenses est devenue moins constante parce qu'il construisait quelque chose. Puis il a eu besoin qu'elle garantisse un prêt pour une idée d'entreprise. Quand Émilie a hésité, Daniel ne l'a pas menacé. Il lui a dit qu'il était blessé. Il lui a demandé si elle croyait en lui. Il lui a rappelé tout ce qu'il avait fait pour elle sur le plan émotionnel. Finalement, elle a signé. Des mois plus tard, lorsque la relation battait de l'aile. Il l'accusait d'être contrôlante chaque fois qu'elle posait des questions sur les paiements. En même temps, il se rapprochait d'une autre femme. Le prêt a mis des années à être entièrement démêlé après leur séparation. Émilie a remué son café pendant un long moment avant de me regarder. Il ne prend pas tout d'un coup, a-t-elle dit. Il prend un peu, puis un peu plus, et chaque fois que vous le remarquez. Il vous fait sentir égoïste de l'avoir remarqué. Je ne suis pas rentré chez moi pour accuser Daniel. Cela m'a même surprise. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé à tenir des registres, des relevés bancaires. Des transferts de comptes partagés, des frais de carte de crédit que je ne pouvais pas expliquer. Des factures d'hôtel liées à des voyages d'affaires qui ne correspondaient pas à son calendrier. Un jeudi soir où Daniel a dit qu'il était à Philadelphie avec Ryan alors que sa carte montrait un dîner et une chambre dans un complexe hôtelier à plusieurs heures au nord de la ville. C'est ce soir-là que j'ai appelé Ryan. Daniel avait toujours été doué pour créer du brouillard. La documentation m'a donné quelque chose de solide sur quoi me tenir. Puis Vanessa est entrée en scène. Elle travaillait dans le marketing chez Daniel. Certaines des dépenses d'événements et de voyages de son équipe nécessitaient l'approbation de la division de Daniel. Ce qui signifiait qu'ils avaient une raison légitime de communiquer souvent. Au début, je n'avais aucune raison de m'en soucier. Puis son nom a commencé à apparaître partout. Des messages tard dans la nuit,
des urgences le week-end. Un dîner client qui ne nécessitait apparemment que Daniel et Vanessa. Une conférence à laquelle elle n'était pas initialement prévue d'assister. Un soir, Daniel a laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine pendant qu'il se douchait. L'écran s'est allumé. Vanessa, tu es la seule personne ici qui me comprend vraiment. Honnêtement, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je n'ai pas touché le téléphone. Je n'en avais pas besoin. Daniel avait changé depuis des mois. Mais voir ce message m'a aidé à comprendre ce qu'il aimait dans cette relation. Vanessa avait besoin de lui, ou du moins elle savait comment le faire se sentir nécessaire. À ce moment-là, j'avais recommencé à gérer mes propres comptes. Je ne demandais plus à Daniel avant de prendre chaque décision professionnelle. J'avais cessé d'accepter son explication simplement parce qu'il la livrait avec confiance. Plus je devenais indépendante, plus il semblait irrité par les choses ordinaires. Vanessa, pendant ce temps, l'appelait quand elle avait un problème. Elle lui disait qu'il était le seul à pouvoir arranger les choses. Elle louait son jugement. Elle le faisait se sentir central. Je l'ai interrogé sur elle exactement une fois. As-tu des sentiments pour Vanessa? Il a ri. C'est une collègue, Daniel. Tu recommences ce truc. Quel truc? Transformer chaque femme avec qui je travaille en une menace parce que tu es malheureuse. Voilà. Le sujet n'était plus Vanessa. Le sujet était mon insécurité. 2 mois plus tard. J'ai trouvé une note d'hôtel qui prouvait qu'il avait menti sur l'endroit où il avait passé un week-end. Je ne l'ai pas appelé. Je ne suis pas allé à l'hôtel. J'ai sauvegardé le relevé dans un dossier sur mon ordinateur. Le dossier avait un seul nom, Daniel. Le lendemain matin, j'ai pris mon premier rendez-vous avec une avocate spécialisée en divorce. Elle m'a posé une question directe. Voulez-vous un divorce maintenant? Je suis resté assise là pendant presque 1 minute avant de répondre. Non. Elle a attendu. Je veux savoir où je me tiens avant de bouger. C'est devenu ma règle pour l'année suivante. Savoir où je me tiens. J'ai examiné ce qui était un bien propre et ce qui était un bien matrimonial. J'ai supprimé les autorisations des comptes auxquels Daniel n'avait aucune raison légale d'accéder. J'ai créé des sauvegardes de documents importants. J'ai confirmé l'historique du titre de propriété de la maison de Brooklyn. J'ai suivi les dépenses douteuses de nos fonds communs. J'ai arrêté de signer quoi que ce soit sans l'avoir lu 2 fois. Aucune de ces choses ne m'a fait me sentir puissante. Elles m'ont fait me sentir embarrassée. Je n'arrêtais pas de penser. Comment suis-je devenue le genre de femme qui a besoin d'un dossier privé sur son mari? Il m'a fallu des mois pour poser une meilleure question. Comment étais-je resté si longtemps dans un mariage où j'avais peur de ne pas en avoir un? À peu près à cette époque, j'ai écrit à Sofia Alvarez à Madrid. L'email est resté dans mes brouillons pendant 11 jours. Sofia et moi avions travaillé ensemble des années plus tôt dans un cabinet spécialisé en architecture. Réutilisation adaptative et intérieur historique. Avant Daniel, avant que New York ne devienne permanent, j'avais passé près de 5 ans à Madrid. Je n'y avais pas simplement vécu. J'y avais construit une vie. J'avais des collègues qui sont devenus des amis. J'avais des cafés préférés, un terrible petit appartement avec un magnifique balcon. Une épicerie où le propriétaire corrigeait mon espagnol chaque matin. J'avais travaillé sur de vieux hôtels. Des immeubles d'appartements et des espaces municipaux qui exigeaient le genre de patience que j'aimais. Trouver ce qui valait la peine d'être préservé et tout reconstruire autour. Puis je suis rentré à la maison pour le mariage d'une amie et j'ai rencontré Daniel. Il était drôle, attentionné. Ambitieux et exceptionnellement doué pour faire en sorte qu'une autre personne se sente pleinement vue. Du moins au début. Nous avons eu une relation à distance pendant un certain temps. Puis il m'a demandé en mariage. La question de savoir où nous allions vivre a cessé de ressembler à une question. La carrière de Daniel était à New York. Son réseau était à New York. Sa mère était à New York. Mon travail, disait-il, était plus portable. Un mariage exige des compromis, m'a-t-il dit. Il avait raison. J'ai juste omis de remarquer que la personne qui faisait des compromis était presque toujours moi. J'ai quitté Madrid. Pendant des années,
j'ai décrit cette décision comme romantique. Puis une nuit, alors que mon mariage se désagrégeait au ralenti, j'ai ouvert un email vierge à Sofia et j'ai tapé « S'il y a encore une place pour moi. Je pense que je veux revenir. » Sa réponse est arrivée le lendemain matin. Il y a toujours eu une place. La question est de savoir si tu es prête à la prendre. J'ai pleuré en le lisant. Non pas parce que l'email était émouvant, car il ne l'était pas. Sofia ne m'a pas dit que j'étais courageuse. Elle ne m'a pas dit de quitter mon mari. Elle n'a pas fait de Madrid un fantasme de sauvetage. Elle m'a simplement rappelé que j'avais autrefois été une personne avec des options. Au cours des 3 mois suivants, j'ai reconstruit mon portfolio, passé des entretiens avec le cabinet, parlé à un avocat spécialisé en immigration pour retourner travailler en Espagne, et commencé à planifier une vie que je n'avais pas encore admise à voix haute que je voulais. L'offre officielle est arrivée avant que je sache que Vanessa était enceinte. C'était important pour moi. Madrid n'a jamais été mon plan de vengeance. C'était ma porte de sortie, et je l'avais ouverte pour moi-même. De retour à New York, pendant que je me souvenais de tout cela, quelque part au-dessus de l'Atlantique, Ryan observait toujours la salle autour du mariage de Daniel. Mark n'avait pas quitté l'hôtel après la dispute dans le parking. Il avait changé de veste et était revenu par une entrée latérale vers l'espace cocktail. Ryan a trouvé quelqu'un de l'entreprise et a demandé nonchalamment, Mark et Vanessa, proches. L'homme lui a jeté un regard. Ils étaient ensemble par intermittence. Il y a combien de temps? Je pensais que c'était fini après l'arrivée de Daniel dans le tableau. Ryan ne s'est pas précipité vers Daniel. Une rumeur n'était pas une preuve, mais il a commencé à prêter attention. Vanessa ne cessait de regarder vers l'entrée latérale. Pas vers l'homme qu'elle était sur le point d'épouser. Plus tard, elle a intercepté Ryan dans un couloir. « As-tu vu Mark en bas ?» a-t-elle demandé comme si la question venait de lui traverser l'esprit. « Oui, je l'ai vu. » Elle a souri trop rapidement. « Beaucoup de gens du travail sont ici. Je vérifiais juste. » Ryan ne l'a pas défié à ce moment-là. Il n'avait toujours aucune idée de qui était le père de son bébé. Il savait seulement que Daniel se dirigeait vers une cérémonie sans une information qui pourrait avoir de l'importance. Et Daniel, malgré tous ses défauts, était toujours son ami. Des mois plus tôt, alors que Vanessa était enceinte d'environ 11 semaines, Daniel m'avait demandé le divorce. Nous étions assis dans notre salon. Il n'avait pas l'air nerveux. Au contraire, il avait l'air soulagé. « Ça ne marche plus », a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Je suis d'accord. Cette réponse l'a décontenancé. Il s'était préparé à des larmes, de la colère, des négociations. Je pouvais le voir sur son visage. Puis il a dit, « Vanessa est enceinte. » D'accord. Il m'a dévisagé. « C'est tout ce que tu vas dire ? Que aimerais-tu que je dise ?» Il s'est penché en avant. « J'essaie d'être honnête avec toi. » J'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai dit, « Maintenant. » Sa mâchoire s'est crispée. À partir de là, la conversation s'est rapidement déplacée vers les choses qui semblaient plus importantes pour lui. La maison, les comptes, la situation de logement de sa mère. Si nous pouvions garder les détails de l'adultère hors des discussions de règlement parce que, comme Daniel l'a dit, nous sommes des adultes et il n'y a aucune raison de nous détruire mutuellement. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il n'y avait aucune raison pour que les conséquences de ses choix deviennent coûteuses ou embarrassantes pour lui. Je ne me suis pas battu avec lui. J'ai tout donné à mon avocate. Le divorce a pris des mois, pas des jours. Au moment où le jugement était prêt, Daniel avait accepté que la maison de Brooklyn et mes actifs d'investissement prénuptiaux étaient séparés. Nous avons divisé les biens matrimoniaux réels conformément au règlement. Et comme il avait dépensé des fonds communs pour des voyages, des cadeaux et des frais d'hôtel liés à Vanessa, il a accepté de rembourser une partie de ses dépenses. Il a signé parce qu'il voulait que le divorce soit terminé. Il avait une petite amie enceinte, une réservation de salle, une liste d'invités et un nouvel avenir qui l'attendait. Il pensait toujours qu'il avait gagné.
Il n'avait aucune idée que 3 semaines avant que notre jugement ne soit rendu, j'avais confirmé ma date de début à Madrid. Il ne savait pas que le matin où j'ai quitté le bureau de mon avocate, il ne restait rien dans son appartement. Ses comptes ou ses projets que j'avais besoin de prendre avec moi. Quelque part au-dessus de l'Atlantique. Je me suis souvenu du message de Ryan et j'ai ouvert un autre document que j'avais téléchargé avant le vol. Marc Levent. Il y avait une raison pour laquelle son nom m'avait arrêté à l'aéroport. Des mois plus tôt, en organisant les dossiers de voyage de Daniel, j'avais remarqué un problème de date. D'après la date d'accouchement que Vanessa avait donnée à Daniel, la fenêtre de conception probable tombait à peu près début mars. Pendant cette période, Daniel avait passé 10 jours consécutifs à Toronto à une conférence de l'industrie. J'avais ses vols, son hôtel, son programme d'événements. Même des photographies postées par son entreprise. Vanessa et Marc avaient tous deux été à New York. Cela ne prouvait rien. Les dates de conception estimées ne sont pas exactes. La biologie n'obéit pas à des cases de calendrier bien nettes. Je savais qu'il ne fallait pas transformer une chronologie suspecte en un fait. Donc, je n'en avais rien fait. J'ai donné les dates à mon avocate avec tout le reste et je suis passé à autre chose. La paternité du bébé de Vanessa n'était pas mon problème. Mais si Ryan avait découvert une autre pièce du même puzzle, Daniel avait le droit de l'entendre avant de construire le reste de sa vie autour d'une supposition. J'ai vérifié une dernière fois le message que j'avais envoyé à Ryan. Si tu penses qu'il a besoin de savoir, dis-le lui. Ne fais rien pour moi. Puis j'ai mis mon téléphone en mode avion. Dehors, par mon hublot, il n'y avait que l'obscurité et les nuages. À ce moment-là, il était un peu plus de 20 heures à New York. La cérémonie avait commencé. J'ai appris les détails plus tard. Principalement de Ryan et de la version que Daniel a finalement racontée à son avocat. L'officiant avait déjà parlé. Les invités étaient debout. Vanessa était à l'avant de la salle dans une simple robe ivoire. Une main reposant légèrement sur la petite courbe de son ventre. Daniel avait l'air exactement comme il aimait toujours paraître sur les photos, calme, soigné. Certain. Puis Ryan lui a touché le bras. « Je peux te parler une seconde ?» Daniel a froncé les sourcils. « Maintenant ? » ?»« Maintenant. » Ils sont passés par une porte latérale. Ryan n'a pas fait de discours. Il ne m'a pas mentionné. Il a simplement dit, avant de signer quoi que ce soit à propos de ce bébé. Demande-lui avec qui elle couchait pendant que tu étais à Toronto. Daniel l'a dévisagé. De quoi tu parles ? Ryan a regardé de l'autre côté du couloir vers Marc, qui venait d'apparaître près du bar. Daniel a suivi son regard. C'est à ce moment-là que la date a fait tilt. Début mars, 10 jours à Toronto. La fenêtre de conception estimée de Vanessa. Daniel est retourné dans la salle de bal et a demandé à Vanessa de venir avec lui. La cérémonie s'est arrêtée pendant 20 minutes, puis 30, puis 40. Au début, Vanessa a insisté sur le fait que les dates n'étaient que des estimations. C'était vrai. Puis Daniel a posé une autre question. Est-ce que tu couchais encore avec Marc ? Elle l'a nié. Ryan n'a rien dit. Marc n'est pas parti. Daniel a demandé à nouveau. Vanessa a finalement admis qu'elle et Marc n'avaient jamais complètement mis fin à leur relation. Avant qu'elle et Daniel ne deviennent sérieux. Elle a dit que ça avait été compliqué. Elle a dit que Marc revenait sans cesse. Elle a dit qu'elle avait pensé que c'était fini et puis que ça ne l'était pas. Elle a dit qu'elle n'avait pas été souvent avec Marc. Puis Daniel a posé la seule question qui comptait. Le bébé pourrait-il être le sien ? Vanessa a commencé à pleurer. Je pensais qu'il était plus probable que ce soit le tien. Cette phrase a mis fin au mariage. Non pas parce qu'elle prouvait que le bébé n'était pas celui de Daniel. Mais parce qu'elle prouvait que Vanessa avait su qu'il y avait une question et avait choisi de ne pas le lui dire. Daniel a demandé pourquoi. Sa réponse était presque douloureusement ordinaire. Il avait déjà promis de quitter son mariage. Il avait déjà parlé d'acheter un appartement plus grand. Il avait déjà commencé à planifier une chambre d'enfant. Il était stable. Il voulait l'enfant.
Il voulait tellement le rôle de mari et de père que Vanessa avait eu peur d'introduire l'incertitude dans l'avenir qu'il construisait autour d'elle. Je voulais que ce soit le tien, a-t-elle dit. Je pensais que c'était probablement le cas. Daniel avait l'air comme si quelqu'un avait enlevé le sol sous ses pieds. Pendant des années, il avait été la personne qui contrôlait la version de la réalité à laquelle tout le monde devait réagir. Maintenant, il était la dernière personne dans la pièce à comprendre sa propre vie. Sa mère, Grace, avait passé des mois à dire à ses amis que la grossesse de Vanessa était la bénédiction qui prouvait que tout arrivait pour une raison. Quand elle a entendu la dispute, elle s'est dirigée vers Vanessa avec une coupe de champagne encore à la main. « Sais-tu de qui est ce bébé ou non ?» Le verre lui a glissé des doigts et s'est brisé sur le sol. Quelle que soit l'intimité qui restait, elle a disparu avec lui. Vanessa a enlevé son voile et est partie par un couloir de service. Sa mère l'a suivie. Marc est parti par le hall. On a finalement dit aux invités que la cérémonie ne continuerait pas. La réception n'a jamais vraiment commencé car Daniel et Vanessa avaient prévu de s'occuper des formalités légales du mariage après que son divorce soit entièrement finalisé. Il n'y avait pas de nouveau mariage légal à annuler. La cérémonie s'est simplement terminée avant de devenir ce qu'ils avaient prévu. Grace s'est plainte plus tard de pression thoracique et de vertige. Un parent l'a emmenée à l'hôpital où elle a été traitée pour une pression artérielle dangereusement élevée et est sortie après observation. Elle n'est pas devenue folle comme une cousine bavarde l'a dit plus tard à quelqu'un. Elle était furieuse, humiliée et choquée. Surtout, je pense qu'elle ne pouvait pas accepter que son fils, l'homme qu'elle avait toujours décrit comme trop intelligent pour se faire avoir, se soit peut-être précipité tête baissée dans une situation qu'il ne comprenait pas. Pendant que tout cela se passait, je dormais au-dessus de l'Atlantique. Je n'avais aucune idée que la cérémonie s'était effondrée. Je n'avais aucune idée que Daniel m'avait appelé 17 fois. Je ne savais pas que Grace avait laissé 2 messages vocaux. Je ne savais pas que 3 amis communs avaient envoyé par texto une version de la même question. Savais-tu que ça allait arriver? Mon vol a atterri à Madrid un peu après 9 h le lendemain matin, heure locale. Au moment où j'ai désactivé le mode avion, mon téléphone s'est rempli de notifications. Je les ai regardées. Puis j'ai ouvert une conversation différente. « Sophia, je suis là. » Sa réponse est venue presque immédiatement. « Bon retour. Lundi à 9 h, dors aujourd'hui. » J'ai fixé les mots « bon retour » jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Pas à cause de Daniel. Parce que j'ai finalement compris la différence entre s'échapper et revenir. Je n'avais pas traversé un océan pour fuir mon mariage. Je l'avais traversé parce qu'il y avait encore une version de ma vie qui m'attendait de l'autre côté. L'appartement que j'avais loué était près du bord du vieux centre de Madrid. À moins de 20 minutes à pied du bureau. Il était petit. Avec un étroit balcon donnant sur une rue qui devenait bruyante vers l'heure du déjeuner et silencieuse seulement après minuit. En bas se trouvait une boulangerie, un café et une librairie d'occasion qui ne semblaient jamais ouvrir à la même heure 2 jours de suite. J'ai déposé ma valise à l'intérieur, pris une douche, fermé les rideaux et dormi pendant 4 heures. Quand je me suis réveillé, il y avait plus de messages. J'ai finalement écouté l'un des messages vocaux de Daniel. Sa voix ne ressemblait pas à celle de l'homme que j'avais laissé dans le couloir de mon avocate. Nathalie. Savais-tu? Une pause. Est-ce que Ryan faisait ça pour toi? Une autre pause. Qu'est-ce que tu sais d'autre? J'ai écouté une fois, puis je l'ai supprimé. Ryan n'était pas mon agent. La grossesse de Vanessa n'était pas mon stratagème. Je n'avais pas détruit le mariage de Daniel depuis un autre continent. J'avais simplement cessé de le protéger des informations qu'il ne voulait pas voir. Pendant les 2 semaines suivantes, il a continué à essayer de me joindre par l'intermédiaire de nos avocats. Au début, il s'agissait surtout de la maison de Brooklyn. Grace refusait de croire qu'elle devait vraiment déménager. Elle a dit à Daniel que j'utilisais le désastre du mariage comme excuse pour la punir. Je n'ai pas discuté avec elle. L'avis avait été signifié avant le mariage. Le calendrier n'avait pas changé. Elle avait assez de temps pour trouver un autre endroit. Je n'ai pas exigé qu'elle parte plus tôt.
Je n'ai pas coupé les services publics ni envoyé quelqu'un pour les frayer. J'ai simplement cessé de fournir une maison qui m'appartenait. Il y avait une différence. Les problèmes de travail de Daniel ont commencé à peu près au même moment. Encore une fois, je n'y étais pour rien. Je n'ai pas envoyé de photographie à son employeur. Je n'ai pas envoyé de mail à ses clients. Je n'ai pas posté sur l'affaire en ligne. Le problème était interne. Vanessa travaillait dans une équipe dont les dépenses d'événements et de voyages nécessitaient parfois l'approbation de la division de Daniel. Leur relation n'avait jamais été divulguée aux ressources humaines ou à la conformité. Une fois que la relation est devenue impossible à cacher, l'entreprise a examiné les dépenses de l'année précédente pour des questions de conflit d'intérêts. Plusieurs frais marqués comme activité client n'avaient aucun client qui leur était associé. Un voyage d'un week-end avait été codé comme une dépense de développement commercial. Même si les deux seuls employés présents étaient Daniel et Vanessa. Cela a déclenché un examen de conformité plus large. Daniel a été temporairement déchu d'une partie de son autorité de gestion pendant que l'entreprise enquêtait. Ryan m'en a parlé dans un court message. Cela allait devenir un problème que tu fasses quelque chose ou non. J'ai répondu par 2 mots. Je sais. C'était peut-être le plus grand changement en moi. Pendant longtemps, j'avais eu besoin que Daniel comprenne qu'il m'avait blessé. Puis j'ai eu besoin de preuves que je n'imaginais pas les choses. Puis j'ai eu besoin de savoir que je pouvais partir sans tout perdre. Au moment où j'ai atteint Madrid, je n'avais plus besoin d'être la personne qui causait ces conséquences. Certaines conséquences appartiennent aux choix qui les ont créées. Mon premier lundi de retour au cabinet a été presque agressivement ordinaire. Sofia ne m'a pas serré dans ses bras pendant 5 minutes. Elle n'a pas dit que je m'étais trouvé. Elle n'a pas demandé si j'étais prête pour un nouveau chapitre. Elle m'a tendu une pile de dessins. Nous avons un hôtel de 120 ans, a-t-elle dit. Le propriétaire a la moitié du budget dont il a besoin. La ville a 12 exigences de préservation et la structure est un gâchis. Tu adorais les catastrophes comme celle-ci. J'ai regardé les plans. Je les aime toujours. C'est ainsi que ma nouvelle vie a commencé. Pas avec du champagne, mais avec une expertise de bâtiment. Je suis retourné aux réunions de chantier, aux dessins, au budget, aux disputes sur la pierre. Le bois, la circulation, l'accessibilité, et si un mur était assez historique pour être sauvé. Mon espagnol est revenu lentement. Des parties de ma confiance aussi. Il y a eu des jours où je me sentais ridicule parce que je pouvais discuter d'une restauration de façade complexe en anglais et puis oublier le mot espagnol pour un ustensile de cuisine. Il y a eu des nuits où je suis rentré à la maison épuisé et j'ai mangé du pain, du fromage et des tomates au-dessus de l'évier parce que je n'avais pas l'énergie de cuisiner. Ce n'était pas glamour. C'était à moi. Un après-midi. Je me tenais à l'intérieur du vieil hôtel pendant que les ouvriers ouvraient un mur endommagé. Derrière des couches de rénovation bon marché, nous avons trouvé la structure en pierre d'origine. Sofia a passé sa main dessus. Ça reste, a-t-elle dit. J'ai regardé le plâtre fissuré autour et le reste. Nous enlevons ce qui a échoué. Nous ne reconstruisons pas les mauvaises parties juste parce qu'elles sont là depuis longtemps. J'ai ri. Quoi, a-t-elle demandé. Rien. Mais j'ai pensé à cette phrase pour le reste de la journée. La restauration n'est pas la même chose que de ramener quelque chose à ce qu'il était. Parfois, la version originale était déjà instable. Parfois, la survie signifie identifier la structure porteuse. Préserver ce qui a encore de la valeur et laisser le reste s'effondrer. Le week-end, j'allais au Prado, je m'asseyais dans des cafés près de la Puerta del Sol. Je marchais jusqu'à ce que mes pieds me fassent mal. Et je réapprenais une ville qui avait changé sans moi. Au début, je vérifiais mon téléphone constamment. Non pas parce que je voulais que Daniel revienne. Mais parce que mon système nerveux s'attendait encore à une urgence, une nouvelle demande. Une accusation, un message commençant par « tu dois ». L'habitude s'est estompée lentement. À la 3e semaine. Je pouvais passer toute une réunion de chantier sans penser une seule fois à mon téléphone. Puis mon avocate m'a envoyé un email.
les dispositions de remboursement du règlement avaient été complétées. Daniel ne contestait plus les dépenses de fonds communs liées à Vanessa. Le même après-midi, Ryan a envoyé un message séparé. Vanessa avait accepté, sur les conseils d'un avocat, un test de paternité prénatale non invasif. Le résultat était là. Daniel était exclu en tant que père biologique. J'ai lu le message 2 fois. Je m'étais attendu à de la satisfaction. Pendant des mois. La possibilité s'était tenue au bord de l'histoire comme une réponse finale attendant d'être révélée. Mais quand la réponse est arrivée, je n'ai presque rien ressenti. Pas de joie, pas de pitié, juste du calme. J'ai posé mon téléphone face contre table et suis retourné à un dessin de l'élévation et de l'hôtel. Ce soir-là, un appel est venu d'un numéro que je n'ai pas reconnu. J'ai répondu parce que je pensais que ce pourrait être un entrepreneur. La voix de Daniel est arrivée à la place. Tu savais. J'ai fermé les yeux. Je savais que les dates n'avaient pas de sens. Tu savais qu'il y avait une chance. Oui. Et tu ne me l'as pas dit. Je suis resté silencieux un moment. Es-tu sûr que c'est la question que tu veux me poser? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu couchais avec elle pendant que nous étions mariés. Elle est tombée enceinte. Tu as précipité le divorce parce que tu voulais l'épouser le plus vite possible. Tu ne m'as jamais demandé une seule fois comment avait été cette année pour moi. Maintenant. Tu découvres qu'elle t'a peut-être menti. Et ta première question est pourquoi je ne t'ai pas protégé de ça. Sa respiration a changé. Je ne dis pas que tu devais me protéger. C'est exactement ce que tu dis. Je dis que tu aurais pu me prévenir. Et soudain, plus clairement que jamais. J'ai compris l'habitude sous-jacente à presque tout ce que Daniel avait fait. Il croyait que les ressources des autres devaient apparaître quand il en avait besoin. Leur argent, leur maison, leur patience, leur pardon, leurs informations, leurs soins. Même après la fin du mariage. Il croyait toujours qu'une partie de mon travail consistait à me tenir entre lui et les conséquences de ses propres décisions. Daniel, ai-je dit? J'ai passé 4 ans à essayer d'expliquer ce qu'être un mari exigeait. J'ai fini de t'expliquer le reste de ta vie. Il n'a pas répondu. J'ai mis fin à l'appel et bloqué le numéro. C'était la dernière fois que nous nous sommes parlé. Un mois plus tard, j'ai revu Thomas près de la Puerta del Sol. Il était assis sur un banc, seul. La photographie pliée qu'il avait tenue pendant la majeure partie de notre vol avait disparu. J'ai failli continuer mon chemin. Puis il a levé les yeux et m'a reconnu. Travaille à Madrid? A-t-il dit. Femme de Madrid, ai-je répondu. Il a ri. Je me suis assise à côté de lui. Avez-vous trouvé Lucia? Oui. Est-elle revenue? Non. Il l'a dit sans la panique dont je me souvenais de l'avion. Elle m'a dit que j'essayais de retrouver la femme dont je me souvenais. Pas la femme qu'elle est maintenant. Il a regardé la foule. J'ai détesté entendre ça. Puis j'ai réalisé qu'elle avait raison. Il m'a jeté un coup d'œil. Et vous? J'ai réfléchi à la question. Je suis retourné au travail que je voulais il y a 7 ans. C'est tout? J'ai souri. C'est assez. Nous avons parlé encore 10 minutes et sommes partis dans des directions différentes. Il n'y avait pas de romance qui attendait à la fin de cette conversation. Pas d'homme parfait arrivant parce que j'avais enfin appris la bonne leçon. Cela aurait manqué le point essentiel. Pour la première fois depuis des années. Je n'avais pas besoin que ma vie soit validée par qui voulait y rester. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai remarqué que la bouteille de Rioja de Juevka était toujours là. Non ouverte, sur une étagère. Je l'ai portée sur le balcon et me suis versé un verre. Les restaurants en bas se remplissaient. Quelque part plus loin, les cloches d'une église marquaient l'heure. J'ai pensé à la question que Daniel avait posée dans le bureau de l'avocate. Tu pars vraiment aujourd'hui? Il avait cru que je réagissais à lui. Il pensait que j'avais acheté un billet parce que je ne pouvais pas supporter de le voir épouser quelqu'un d'autre. Mais le vrai départ avait commencé bien plus tôt. Il a commencé la première nuit où j'ai sauvegardé un relevé bancaire au lieu de me disputer. Il a commencé quand j'ai appelé Émilie.
Il a commencé quand je me suis assise en face d'une avocate et que j'ai admis que je ne savais pas encore ce que je voulais. Seulement que j'avais besoin de savoir où je me tenais. Il a commencé quand j'ai écrit à Sophia. Il a commencé quand je me suis permis d'imaginer un avenir dans lequel Daniel n'avait aucun rôle. Partir n'a pas été un acte dramatique. Ce fut une série de décisions silencieuses qui sont finalement devenues un billet d'avion. Plus tard, j'ai fait don d'une partie de l'argent qui m'a été restitué dans le cadre du règlement à une organisation d'aide juridique qui aide les personnes confrontées au contrôle financier et à la coercition au sein des relations. Je n'ai pas créé de fondation. Il n'y a pas eu d'annonce. Je n'ai mis le nom de Daniel nulle part. Je savais seulement à quel point il avait été important que je puisse me permettre un avocat avant d'être prête à partir. Je voulais qu'une autre personne ait cette option plutôt que moi. Le lendemain matin, la boulangerie en bas venait de sortir sa première fournée de pain. J'ai acheté une baguette qui était encore chaude et j'en ai arraché un morceau alors que je me tenais sur le trottoir. La lumière du soleil tombait entre les vieux bâtiments. Un camion de livraison bloquait la moitié de la rue. Quelqu'un a crié depuis une fenêtre. Un scooter a failli heurter un touriste qui est descendu du trottoir sans regarder. Madrid n'était pas un fantasme. C'était une ville qui allait au travail. Moi aussi. À mi-chemin du bureau, j'ai réalisé que j'avais passé près de 2 jours sans penser à Daniel. J'ai continué à marcher. À 9 heures, j'avais une réunion. Cette histoire est entièrement fictive et est destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.